Bonsoir à tous et bienvenue. Je salue la directrice des archives départementales, Madame Anne Goulet, qui est avec nous, puisque cette soirée, conférence, plus le film de 21h se déroule en partenariat avec les archives. Les archives, c'est un partenaire de la Cinémathèque depuis plusieurs années. On est aussi partenaire dans le cadre d'un tandem pour l'action éducative et culturelle. Et puis donc, c'est Olivier Loub qui va nous faire cette conférence sur ce festival qui n'a jamais eu lieu. Ça a été un ouvrage qui est sorti l'année dernière, voilà, 1939, le festival qui n'a pas eu lieu. Olivier va le redire, mais c'est vrai qu'Olivier a passé beaucoup de temps ici à la Cinémathèque et en particulier en bibliothèque pour travailler sur cet ouvrage. Je suis très heureux qu'on arrive à le présenter à un moment donné où Cannes, voilà, où le festival est 70 ans, en plus c'est 70 ans du festival, Cannes, donc le festival va ouvrir dans quelques jours. Et puis ça sera aussi l'occasion de parler de cet événement qui n'a pas eu lieu, mais qui à l'époque, en tous les cas, regroupait de très grands films, dont Le Magicien d'Oz, qui sera présenté tout à l'heure, puisque voilà, ce festival n'a pas eu lieu, mais en tous les cas, tout était prêt pour qu'il puisse se dérouler, avec des acteurs qui étaient déjà en route, avec des films qui étaient déjà sélectionnés. Tout ça, bien sûr, Olivier va nous le rappeler. Madame Goulet, vous voulez dire un mot peut-être sur les archives et sur ce partenariat ? Merci. Merci à la Cinémathèque de nous accueillir une nouvelle fois. Non, je souhaitais présenter, non pas les archives parce que je pourrais parler pendant une heure, mais présenter la conférence d'Olivier Loub dans le contexte justement du cycle de conférences qu'organisent les archives départementales tous les ans. Donc notre cycle de conférences 2016-2017 a pour thème cette année le patrimoine. Donc le patrimoine peut avoir des objets très différents. Le thème de la transmission. La transmission peut avoir des objets très différents. Elle peut concerner le patrimoine, elle peut concerner les modes de comportement, les cultures, elle peut concerner aussi la connaissance ou encore les valeurs, dans le sens bien évidemment des valeurs éthiques et non pas des valeurs financières. Et nous avons voulu nous interroger au cours de ce cycle sur ces différents objets de transmission, la manière dont on les transmet, les médiums qui sont utilisés et aussi les raisons de ce besoin, de ce souhait de transmission. Avec la conférence d'Olivier Loub, que peut-être je présente, mais que vous devez connaître, puisque vous êtes professeur en classe préparatoire au lycée Saint-Cernin et vous avez publié il y a maintenant 15 ans votre thèse sur l'école et la patrie entre 1914 et 1914. Ensuite, vous êtes intéressé et même passionné pour Jean Zay. Et de là, vous nous expliquerez peut-être le lien, de là, vous vous êtes intéressé à ce festival de Cannes de 1939. En tout cas, avec Olivier Loub, je pense qu'on s'intéresse surtout à la transmission des valeurs, ce que justement les organisateurs du Festival de Cannes ont voulu faire, puisque c'est devenu en quelque sorte un manifeste politique, ou disons que c'était prévu comme tel. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, et les remerciements viennent naturellement pour les deux institutions qui m'accueillent. La première, les archives départementales, c'est le lieu où je suis né comme historien, puisque j'étais formé ici, sous la houlette de Pierre Laborie, avec un travail qui s'est effectué pour ma maîtrise à partir de sources qui étaient intégralement conservées aux archives départementales, que j'ai fréquentées avec assiduité, et ça n'a pas cessé ensuite pour le DEA et même pour une partie de ma thèse. Mais d'autre part, le Festival de Cannes 1939 qui n'a pas eu lieu, sous la forme du livre que vous avez à l'écran et que je vais m'empresser de remplacer par l'affiche du Festival de Cannes 1939, lui, il est né ici, en très grande partie. Effectivement, en 2013, il y a donc 4 ans maintenant, j'ai été sollicité pour faire un article concernant cette création du Festival de Cannes. J'ai été sollicité par la mémoire qui entourait l'action de Jean Zay pour la création de ce Festival de Cannes. Moi, je suis arrivé à Cannes par Jean Zay, et au point de vue des sources, pour paraphraser Marguerite Yourcenar, l'amour est sourcier, il sait les sources, et un historien, c'est quelqu'un qui va d'abord aux sources, et il n'y a pas très peu d'objets historiques qui peuvent se traiter sans source, même s'il y en a malgré tout. Eh bien ici, moi j'y suis arrivé par Jean Zay parce qu'il était président du premier Festival de Cannes au titre de son poste ministériel. Il était ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, et
comme ministre des Beaux-Arts, il était ministre du cinéma, de tout le secteur du cinéma. Donc, il était non seulement le ministre titulaire du domaine dans lequel a été créé le festival, mais il se trouve que par ailleurs, il était cinéphile et antifasciste, on y reviendra, ce qui fait qu'il a été un acteur majeur de la création du Festival de Cannes en 1939. Ça se voit dans son titre. Le président d'honneur, c'est Louis Lumière, mais le président effectif du Festival de Cannes, c'était le titre de cet article en 2013, c'est bien Jean Zay. Or, pour travailler sur cette naissance de Cannes, je me suis appuyé sur les sources que je connaissais le mieux, celles des archives de Jean Zay, qui sont déposées aux archives nationales à Pierrefitte désormais, mais aussi et surtout sur la presse de l'époque. Il se trouve que la Cinémathèque ici de Toulouse a des collections formidables de presse de cinéma. Et même lorsqu'ensuite je travaillais pour le livre, je suis allé à Paris, à Bercy, donc à la Cinémathèque française, je n'ai pas trouvé de source aussi large concernant tout le domaine de la presse. Et en effet, ce que vous avez sous les yeux, c'est une des rares traces qui existait du Festival de Cannes, parce que tout historien, lorsqu'il vient à parler de son objet, mais plus largement lorsqu'il s'agit de parler d'un événement, eh bien, on se pose la question de savoir qui en a déjà parlé et à partir de quoi. La première surprise pour moi, et peut-être pour vous, concernant ce Festival de Cannes 1939, c'est qu'il est finalement peu connu, et à l'époque, il l'était très peu, finalement, et peu connu, donc on supposait qu'il n'était pas documenté. Pour le dire vite, et parce qu'on travaille dans ce cycle de conférences sur la transmission, le patrimoine immatériel, matériel, un non-événement ne pouvait avoir connu que des non-archives. C'était l'idée. Sauf qu'il se trouve que ce non-événement, ce festival de Cannes qui n'a pas eu lieu, il est arrêté 2 jours avant d'avoir lieu. C'est en effet le 29 août 1939 que la décision est prise de le suspendre. Il n'est pas supprimé, il est suspendu, bien parce qu'il devait se tenir, vous le voyez sur l'affiche, du 1er au 20 septembre 1939, et la guerre éclate, et dès le 23 août 1939, avec le pacte germano-soviétique, tout change, tout bascule, la mobilisation générale se met en branle, les Français connaissent très bien le scénario, ils l'ont vécu 1 an auparavant autour de Munich, donc tout le monde sait que quelque chose va basculer, qui est la mobilisation, en particulier tous les techniciens, tous ceux qui sont en train de faire le festival. Donc le festival s'arrête et le ministère en prend acte le 29 août 1939. Donc s'il s'arrête 2 jours avant, ça veut dire que tout était prêt. Or, il se trouve que non seulement tout était prêt, mais on a tout conservé ou presque. Il y a, c'est l'autre grand volet de mes sources, puisque je choisis de commencer par les sources, il y a tout ce qui concerne la presse, je viens de vous le dire, et c'est à Toulouse que j'ai travaillé, mais il y a aussi toutes les archives du festival lui-même. Il y a 10 cartons d'archives qui sont conservés à Paris, à la Cinémathèque française, dans lesquels on a à peu près tout ce qu'on a pu conserver à l'époque. 10 cartons d'archives, pour qui connaît des fonds archivistiques, c'est pas rien. Il y a de quoi faire non seulement un livre, mais une très belle étude. D'ailleurs, ce livre que je vous présente ce soir, c'est 10% de l'iceberg. Mais on a par exemple tous les comptes. Je peux savoir très précisément ce qu'a coûté, d'ailleurs ça m'a beaucoup intéressé, ce qu'a coûté la réfection, plutôt la fabrication de la salle du premier festival de Cannes. Je peux vous dire, et c'est un palmarès étonnant, puisqu'il n'y en a pas eu de palmarès en 1939, le festival ne s'est pas déroulé, je peux vous dire par exemple aussi combien ont coûté les différents bouquets de fleurs qui ont été remis aux actrices. Il y a une sorte de palmarès par le coût des bouquets de fleurs, et on voit que c'est Norma Shearer qui emporte la palme, loin devant ce que peut être à cette époque-là la femme de Sacha Guitry. J'espère que le maître ne l'a pas su, qu'en termes de bouquets de fleurs, c'était l'actrice américaine qui l'emportait de très loin. Bon, mais Michel Morgan étant numéro 2 dans ce classement. Bon, vous savez, c'est de façon anecdotique que je vous le livre, mais en revanche, pour l'historien, c'est une manne incroyable. Je peux vous dire, jour par jour ou presque, comment le festival s'est construit, et par exemple, comment on a sélectionné les films, ou plutôt comment on a accueilli ces sélections, puisqu'à l'époque, le règlement, qui est resté d'ailleurs jusqu'en 1972, stipule que ce sont les nations qui envoient des films, et non pas le festival qui sélectionne. Donc le festival international du film, comme il est écrit sur l'affiche, c'est un festival entre nations qui décide de façon souveraine des films qu'elles envoient à Cannes, en l'occurrence. Et la seule contrainte, mais ce n'est pas une petite contrainte, c'est l'article 7 du règlement qui est resté en vigueur jusqu'à la fin des années 50, c'est que l'une quelconque des autres nations peut refuser un film
d'une nation concurrente si cette nation estime qu'elle porte atteinte à l'honneur de son pays ou qu'elle attaque gravement son État. Donc c'est vraiment un festival international, c'est une affaire de diplomatie, très clairement dès le départ, autant que c'est une affaire artistique et une affaire industrielle, on va y revenir. Donc le second grand ensemble de sources, c'est ces 10 cartons d'archives dans lesquels j'ai, et on peut y revenir, à la fois tout le matériel de promotion, et je vous montrerai de quoi il s'agit, à la fois tous les courriers échangés pour établir le règlement, quand et comment les Américains des studios préfèrent telle ou telle formule de règlement, toutes les décisions qui sont prises, ou presque, on les a, plus une correspondance extrêmement nourrie avec un hôtelier de Cannes qui se trouve être un des acteurs majeurs de la création du festival à Cannes et qui s'appelle Henri Gendre. Deuxième donc grand bloc de sources, ce sont des archives idéales, celles du festival lui-même. Mais il reste un troisième ensemble de sources sur lequel j'insisterai peut-être plus particulièrement ce soir, ce sont les films eux-mêmes qui ont été sélectionnés. Parce que 2 jours avant, on a à peu près, je dis à peu près toute la sélection, 32 films sont sélectionnés, il en reste quelques-uns à voir venir. On a donc, pour ce qui est des sources, pour ce qui est des archives et de la documentation du Festival de Cannes 39, on a le festival cinématographique en lui-même, et ça c'est des sources formidables, c'est à la fois le premier et le dernier des corps du Festival de Cannes 39, il est toujours vivant. Ça veut dire qu'on peut donc analyser, par exemple, de façon très précise et de façon filmique autant qu'historique, les choix qui sont faits par les différents pays et ce que cela signifie, par exemple, dans le cadre d'un combat qui serait antifasciste. Est-ce que ce Festival de Cannes 1939 était contre la Mostra ? Géopolitiquement, bien sûr. Est-ce qu'il l'était dans les sélections de ces films ? Ça, c'est autre chose. Quels sont les films qui sont mis en avant ? Qu'est-ce que les Américains envoient ? Qu'est-ce que les Russes envoient ? Qu'est-ce que les Français sélectionnent ? On a de quoi dire tout cela, et ça, c'est un corps de documentation qui est prodigieux. La presse, à Toulouse, les archives du film, les archives du festival, elles-mêmes à Paris, et puis les films eux-mêmes, dont tous ne sont plus visibles, qu'il faudrait récupérer. Là, c'est un énorme travail de conservation qu'on est en train d'essayer d'entreprendre dans le cadre d'un comité Jean Zé Cannes 1939 avec Antoine Debec. On travaille sur ce thème-là. L'idée étant de parvenir en 2019 à rediffuser tout le festival de Cannes à Orléans, puisque Jean Zé est d'Orléans, et à Cannes, puisqu'il semblerait qu'un grand complexe art et essai doive ouvrir à Cannes, avec un nombre de salles considérable. Et ça, on verra si ce projet aboutit. Et ce serait l'inauguration à travers ce premier festival de Cannes réinventé, enfin rediffusé. Bon, ceci étant posé, et vous voyez, c'est un événement qui n'a pas eu lieu, mais qui est documenté. Et quoi de plus fascinant, et même pour un historien, que de s'occuper d'un non-événement ? Qu'est-ce que peut être un non-événement qui a eu lieu en différents lieux, mais qui n'a pas pu se tenir ? Et là, c'est pour cela, je crois, qu'on peut se demander pourquoi personne s'en est occupé auparavant. Alors, je vais déjà donner une clé. La première clé, c'est donc le fait qu'un non-événement apparemment produit des non-archives. Donc, on a longtemps pensé qu'il n'y avait pas de documentation et que ce non-événement, c'était un festival, certes, qu'on avait en mémoire, dont on gardait 2 traces, mais qui, au fond, n'avait pas d'archives. Et qui n'avait pas d'archives pour la raison qu'il, n'ayant pas existé, il ne devait pas en rester grand-chose, et aussi parce qu'il date de 1939. Or, 1939 n'est pas une date aisée pour signaler ou pour imaginer une naissance. Imaginer qu'en 1939 naisse quelque chose, c'est quand même faire un effort extrêmement puissant à contre-histoire collective. 1939, c'est quand même un moment de crise, c'est un moment qui va ou qui court vers la défaite. Dès lors, cet événement morné était doublement morné, à la fois comme événement, mais comme période aussi. Et du coup, il a été, je pense, c'est une des raisons de son oubli relatif. Les cinéphiles en particulier connaissaient cette image. Et ils connaissaient aussi autre chose, un récit. C'est-à-dire qu'en fait, Cannes 39 existait par cette image et par un récit. L'image, on va la regarder ensemble. Le récit, c'est le récit que Philippe Erlanger en a donné dans un livre qui s'appelle « La France sans étoiles » et où il raconte, grosso modo, qu'il est l'inventeur du Festival de Cannes, pour la raison que, revenant de Venise en 1938, à la fin du mois d'août 1938, dans le train, le Sleeping Méditerranée qui le ramène de Venise, il a l'idée, à la descente de ce train, qu'il faut un festival pour contrer cette monstra devenue fasciste. Et c'est une histoire qu'il va répéter
relativement fréquemment, et quand François Châtelet, par exemple, dans le Cannes des années 50-60, cherche à interviewer les fondateurs du Festival de Cannes, inlassablement, il revient vers Philippe Erlanger, qui est là, d'abord parce qu'il est présent à Cannes, il a été délégué à Cannes, hein, et il a été acteur du festival lui-même, et Philippe Erlanger, qui est un haut fonctionnaire en même temps qu'il est un historien, historien de biographie, par exemple, l'Henri III, qu'il a écrit, tient toujours, d'une certaine façon, à la lecture, pas au point de vue scientifique, mais d'ailleurs Erlanger n'a jamais été un académique, mais plutôt un académicien dans la façon d'écrire. Eh bien, ce personnage qui était Erlanger nous a donné le récit. On a un récit des origines, on a une image des origines, on a l'idée qu'il n'y a pas d'archives. On ne va pas forcément aller voir plus loin. Alors, d'ailleurs, cette image éloigne finalement d'une recherche historique sur le film. Quand on la regarde de près, elle est extrêmement intéressante. Je vais faire une analyse mais très rapide d'image ici. Si vous la regardez, vous enlevez film, ça n'est pas une affiche de cinéma. Cette affiche ne parle pas de cinéma. Vous mettez Festival international d'art lyrique, ça tient. Hein. C'est un couple dans un gala sur la French Riviera qui regarde, et en plus qui regarde vers la gauche. Alors, dans le sens de lecture d'image, la gauche c'est plutôt le passé. Et d'ailleurs, la façon dont est traitée cette image-là, c'est une façon belle époque. C'est pas une façon années 30. On n'est pas du tout dans cet art qu'on retrouverait en revanche, si on avance d'une image, qu'on retrouverait beaucoup plus loin. Regardez, si vous comparez les deux images, qui sont les deux affiches de 39 et de 46, on voit combien en 1946, non seulement le cinéma est là, mais combien l'époque est à la liberté. La gamme chromatique, le surpassement, le dépassement du cadre, et là il y a du cinéma, c'est l'écran. Mais cet écran, il est traversé de liberté, comme le dit l'arbre qui vient recouvrir et passer à travers cet écran. Pourtant, il y a un couple là aussi, un couple glamour là aussi. Dès le début, Cannes, c'est mondain et c'est assumé comme tel. Le premier comité qui est créé pour organiser Cannes, c'est le comité mondain, hein, et il fonctionne très bien. Et tout est en place à la fin du mois d'août 1939 pour que les fêtes et les galas soient là. Tout est prévu. C'est le même personnage qui dirige d'ailleurs le comité de 39 qui dirigera celui de 1946. Là, une continuité parfaite. C'est un noble, hein, c'est l'aristocratie de la Riviera qui s'en est emparée. Mais si vous regardez les deux affiches, vous comprenez bien aussi pourquoi ce festival de 39, par la seule image qu'il donne à lire, qui est due à Jean-Gabriel Domergue, hein, qui est un peintre de la Riviera, justement, de la côte cannoise, eh bien cette seule image, c'est une image tournée vers le passé et qui renvoie à une époque révolue et qui dit rien du cinéma. Et pas grand-chose, si vous voulez, de la perspective d'avenir de ce festival. Jean-Gabriel Domergue, c'est intéressant, vous voyez sa signature en bas à droite de l'affiche de 1939, parce qu'il habitait une maison à l'époque qui s'appelait la Villa Fiesole, et qui est devenue ensuite la Villa Domergue, et qui pendant plusieurs dizaines d'années a été le lieu où le jury délibérait. Lorsque le jury du Festival de Cannes se réunissait, il délibérait dans cette Villa Domergue. Il y a une continuité malgré tout de lieux et de personnes à travers Jean-Gabriel Domergue. Voilà, en revanche, une image années 30. Celle-là, elle est due intégralement au travail en archives. Pourquoi ? Vous êtes face à une image qui à l'époque a été diffusée. Regardez les pliures. Hein, on voit bien que c'était un document plié en 3, et il s'agit du prospectus en fait, officiel du Festival de Cannes. Il est dû à la plume de Marco de Gastine, qui est le directeur technique du festival. Tout est prêt. Hein. Il va en être tiré à peu près 50 000 exemplaires de ce dépliant promotionnel. Et là, pour le coup, on est en plein cinéma. Hein, la poursuite qui éclaire le couple, toujours le couple, qui est un couple extrêmement mondain, mais qui danse sur l'eau, et qui s'évade en même temps de cette pesanteur. Bon, c'est une affiche propice à dire qu'il s'agit d'un festival international du film. Elle est restée très longtemps cachée dans les archives. Elle n'était pas inconnue, hein. On pouvait la trouver reproduite de ci, de là, mais elle ne servait pas à dire le festival et le cinéma. Pourtant, on est en pleine promotion, car ce par quoi j'ai voulu commencer mon portrait de ce Cannes 1939, ce sont les images de promotion. Comment le festival se donnait-il à voir à son époque. Et là, pour le coup, on a à la fois l'image de la Riviera, de la fête, mais avec cette poursuite, on est bien dans un monde du cinéma que ce document-là vient, cette fois-ci, illustrer parfaitement. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai longtemps cru que c'était un timbre, mais ça prouve ma très mauvaise connaissance
Et donc, je m'en repens maintenant de ce que peut être tout le travail autour des timbres. C'est en fait une étiquette de bagage. Hein. Ces étiquettes de bagages qui étaient prévues pour le Festival international du film. De la même façon, il y avait des bagues de cigares qui reprenaient cette illustration-là. On est là pour le coup, et en revanche, dans une image qui est complètement une image des années 30, et de mobilisation de ce qu'est cette caméra pour dire qu'on est bien avec un Festival international du film, que se lève le soleil d'une nouvelle manifestation, etc. Mais pour l'instant, vous le remarquez, que ce soit celle de Domergue, que ce soit celle de Gastine, ou que ce soit celle ici, qui est promotionnelle par le biais d'une étiquette de bagage, absolument rien ne nous dit que cet événement va être ou doit être politique, encore moins, si je puis dire, la présence de Louis Lumière. Alors cette image-là est une image aussi de promotion. On est le 6 août 1939 et Louis Lumière est accueilli au centre par le maire, qui est le maire de Cannes, et à droite justement par Jean-Gabriel Domergue, le grand personnage qui est là à droite. Bon, cette image est une image promotionnelle, elle va être reprise dans tous les journaux. On est le 6 août, le festival doit s'ouvrir le 1er septembre, il s'agit de battre tambour pour le faire exister. Louis Lumière est bien président d'honneur, et il arrive, ça n'est un hasard pour personne, en gare de Cannes. Et c'est repris et souligné, le cinéma est né en gare de la Ciotat, et le festival de Cannes est né en gare de Cannes avec l'arrivée de Louis Lumière. C'est un travail, il ne faut pas croire que nous sommes les seuls à avoir inventé la communication. Il y a là une volonté de promotion extrêmement claire, utilisée comme telle d'ailleurs, et le maire de Cannes le sait pertinemment, lui qui est le principal financier, on y reviendra, de cette manifestation. Louis Lumière arrivant en gare de Cannes, rappelant cette arrivée en gare de la Ciotat, c'est quelque chose qui est à la fois volontaire et qui marque que dès le début, le Festival de Cannes est conçu comme une opération de promotion et encore plus que cela, comme une opération de diplomatie culturelle, mais on y reviendra. Et on y revient, ou plus exactement, on change de dimension, c'est le second grand temps dans ce que je veux vous dire. Cannes promu, on le voit, est un Cannes dans lequel il n'y a aucune charge politique, aucune dimension politique. Le Festival de Cannes à sa création est donc un festival international du film avec tout ce qu'il faut comme grande gloire avec Louis Lumière ou comme grande perspective comme celle de la Riviera pour attirer les touristes et prolonger la saison d'un mois. C'est pour ça qu'il est placé en septembre, pour prolonger d'un mois la saison sur la côte. Ici, on a affaire à une caricature qui date du 23 août 1939 et qui montre, au moment où se déroule d'ailleurs la Mostra de Venise, l'importance, puisqu'elle se tient en août, l'importance des relations diplomatiques et de la naissance de Cannes dans la question diplomatique et géopolitique des liens avec l'Italie. Ici, vous voyez un Mussolini d'opérette, avec traîne-sabre, face à un réalisateur italien très, très métèque. Je ne sais pas si vous remarquez la façon dont il est représenté, cheveux crépus, barbe de 3 jours, à une époque où ça n'était pas encore la mode de loin, chaussé, vêtu, enfin. Et c'est assez normal qu'il soit représenté comme un métèque parce que le dessinateur qui s'appelle Chancel, en fait Roger Chancel, c'est un homme qui habituellement dessine en Gringoire. Il a des habitudes, si je puis dire, de représentation. On voit toute une culture du trait dans cette façon de il n'avait pas besoin de faire un cinéaste italien de cette façon-là et de convoquer cette image du métèque et du mal rasé et du crépus. Bon, il le fait cependant, savoir malgré tout que Roger Chancel sera compagnon de la Libération parce que pendant la guerre, il a été et pleinement été résistant, ce qui, sur le parcours individuel évidemment, nous éloigne de toute statistique. Mais ici, lorsqu'on regarde cette image, et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait dire à Mussolini, c'est bon, on va revendiquer Cannes. Le Festival du film à Cannes est destiné à supplanter la Biennale de Venise, les journaux. Très clairement, en août 1939, dans la presse et pour les caricaturistes, le Festival de Cannes est un festival qui est né pour contrer la Mostra. Alors, qu'en est-il ? Rembobinons, comme dit un film récent, et revenons à 1938, en août 1938, à Venise, durant la Mostra, justement. Alors la Mostra du film, qui fait partie de la Biennale artistique de Venise,
La Biennale elle-même est fondée à la fin du XIXe siècle pour exposer les arts, Mostra pour montrer les arts divers et d'abord les arts picturaux. En 1932 et 1934, on rajoute une Mostra cinématographique, et depuis lors, ça fait de Venise le plus ancien festival de cinéma au monde. Eh bien, en 1938, vous voyez ici 3 personnages essentiels de la création de Cannes. À gauche, René Jeanne, qui est le délégué français, délégué par le gouvernement français. Vous avez compris, Venise fonctionne comme fonctionnera Cannes. Les sélections sont effectuées par les pays qui envoient des films à l'exposition. Il s'entretient avec Harold Smith, qui est le délégué des États-Unis, mais qui n'est pas que ça. Regardez bien cet homme de profil, c'est un des vrais créateurs de Cannes, et on va comprendre pourquoi. Et puis, image de droite, Neville Kearney, qui lui est le délégué britannique à la Mostra de Venise en 1938. Donc vous avez sous les yeux 3 des délégués des puissances françaises, René Jeanne, américaine, Harold Smith, et britannique, Neville Kearney. Ce qui se passe en 1938, lors du palmarès, c'est en fait que depuis Berlin, Goebbels va téléguider le palmarès de Venise 1938. Il faut bien comprendre le choc que ça peut représenter en 1938, c'est que jusqu'à 1937 y compris, tous les films à Venise, qu'ils soient français, américains ou anglais, étaient traités de façon égalitaire. En tout cas, on avait à Venise l'impression d'une sorte d'îlot artistique au milieu du courant de la vie politique. Et l'idée est très fréquente dans les milieux de l'art à l'époque et dans les milieux du cinéma aussi, que finalement, l'art permettait d'échapper à la politique. Et que dans le monde artistique, on se reconnaissait, particulièrement l'Italie, qui est à la fois la sœur latine vue de la France et en même temps la patrie des arts, etc. Eh bien, en Italie, l'art et l'esthétique étaient supérieurs à la politique. Et jusqu'en 1937, dans la Mostra de films, ça fonctionne. En 1937, le film le plus remarqué, c'est La Grande Illusion. La Grande Illusion n'est pas spectaculairement un film fasciste ou nazi, c'est même le contraire. C'est un film qui, vous le savez, c'est vraiment le patrimoine du cinéma, dans lequel, évidemment, la trame de l'histoire, c'est celle de l'évasion finale. Si on prend le point de vue international, je ne parle pas de la trame sociale, qui est très importante aussi, mais la trame internationale, c'est l'évasion donc, de prisonniers français d'une forteresse allemande. Et à la toute fin, le directeur de cette centrale, celui qui est le chef de la garde qui retient prisonniers les Français, et des Anglais, il n'y a pas que des Français dans cette forteresse, refuse de faire tirer sur les déserteurs. Alors ça, c'est ce que Goebbels ne supporte pas. Il voit le palmarès, il sait ce qu'il en est du succès que La Grande Illusion remporte à Venise en 1938. Il ne le supporte pas, et ce qu'il va supporter encore moins, c'est le fait que, si vous vous souvenez de La Grande Illusion, il y a un moment où la Marseillaise est chantée et intervient, et que ce que lui rapporte, et on a les traces dans son journal de Goebbels, ce que lui rapportent ses observateurs, c'est que le public de Venise s'est levé et a chanté la Marseillaise dans la salle de projection. Ça, en 1937, Goebbels écrit immédiatement dans son journal, qui est en allemand mais qui est traduit maintenant très largement en français, il va falloir s'occuper de ce festival. On ne peut pas laisser passer une scène internationale dans laquelle on vient en compétition avec des films, et il est extrêmement attentif et passionné de cinéma d'ailleurs, Joseph Goebbels. Eh bien, on ne peut pas faire et laisser le Festival de Venise montrer l'abaissement de l'Allemagne, la valorisation d'une évasion d'une forteresse allemande, et par ailleurs faire chanter la Marseillaise debout en Italie contre la puissance allemande. Ça, c'est impossible. En 1938 donc, ce qui se passe, c'est que le palmarès de la Mostra de Venise valorise, récompense plus exactement, donne la coupe Mussolini, c'est le prix de la Mostra de Venise, à 2 films ex aequo. Le premier film ex aequo, c'est celui qu'avaient prévu les organisateurs depuis longtemps. Il s'appelle Luciano Serra, pilote d'avion. C'est un film dans le scénario duquel on trouverait le nom de Rossellini, mais c'est un film qui est un film surtout coproduit par Vittorio Mussolini, le fils du Duce. Et ce film, qui s'appelle donc Luciano Serra, pilote d'avion, c'est un film qui exalte le fascisme en Abyssinie. D'accord ? Très clairement, on a un film
l'histoire, c'est entre un père et un fils, et le fils qui au départ le père qui ne veut pas s'occuper de guerre, de bataille et de patrie, va finir par aller récupérer son fils et le sauver dans le cadre de batailles en Abyssinie. Donc, exaltation héroïque de la conquête coloniale italienne, film fasciste, typiquement de l'époque, autour de l'héroïsme et de l'héroïsation guerrière pour la conquête coloniale, afin de servir le nouvel empire romain. L'autre film ex aequo n'était pas prévu pour être ex aequo. Goebbels reçoit un coup de fil, c'est dont il témoigne dans son journal, lui disant, bon, le film de Leni Riefenstahl, puisqu'il s'agit de celui-ci, Les Dieux du Stade, on souhaite donner un prix spécial au film de Leni Riefenstahl. Et Goebbels répond immédiatement, il n'est pas question qu'elle ait un prix spécial, c'est le grand prix ou rien, et donc on va créer un ex aequo, et il va donc y avoir Les Dieux du Stade, qui techniquement, et vous le savez tous si vous l'avez vu, c'est un chef-d'œuvre, au point de vue dans l'histoire du cinéma mondial, c'est un tournant, et c'est une façon de réaliser des documentaires qui est prodigieuse, avec des moyens considérables, 2 ans et demi de montage, enfin c'est un travail phénoménal. Eh bien, Goebbels obtient qu'il soit coupe Mussolini. Les 2 personnages sur 3 que vous avez sur l'image, Harold Smith et Neville Kearney, lorsqu'ils apprennent cela le jour même de la délibération, décident de démissionner. Et c'est ça le coup de tonnerre de Venise 1938, c'est la démission des 2 délégués anglo-saxons, le britannique et l'américain. Le délégué français, lui, va rester au palmarès. La France obtient une sorte de prix général pour l'ensemble de son œuvre cinématographique. Il semblerait que c'était un peu la monnaie d'échange pour accepter cela, et il n'a pas d'ordre ou d'inflexion particulière donnée par le gouvernement, alors même que le gouvernement français, par l'intermédiaire de Jean Zay, en revanche, pour la sélection, a insisté pour que figure Quai des Brumes, le Quai des Brumes à la sélection, alors même que toute une partie de la diplomatie française n'y est pas très chaude. Comment pouvez-vous imaginer représenter positivement la France avec ce film qui est le Quai des Brumes, où c'est un déserteur qui, dans une ville qui n'est que brouillard, croise toutes les lâchetés possibles et finit mal, enfin bon, etc. Que faire de Quai des Brumes quand on veut promotionner la France? Effectivement, c'est pas un très bon produit d'exportation. Et que ce film de Marcel Carné, ce à quoi Julien Duvivier répond dans une interview restée ou devenue célèbre, le problème n'est pas de savoir si le Quai des Brumes est quelque chose qui donne du moral ou qui n'en donne pas. C'est un grand film et en tant que tel, il mérite d'être montré parce que c'est un chef-d'œuvre et les chefs-d'œuvre sont et doivent être primés ou mis en avant par le pays. Et il se trouve qu'à Venise, en 1938, il y a un dernier personnage dont je vous ai déjà parlé, qui est à l'extrême droite sur cette photo, qui est Philippe Erlanger, un Philippe Erlanger jeune, svelte. Dans les années 50 et 60, son physique aura évolué, ce sera plus difficile de le reconnaître sous cette allure-là. Mais Philippe Erlanger, à cette époque-là, il est observateur du festival à Venise, observateur au titre de l'association culturelle française qui promotionne toute l'activité culturelle pour l'étranger. Il est haut fonctionnaire, il sera d'ailleurs inspecteur général du ministère des Beaux-Arts par la suite, mais là, il est à la tête de cet organisme, qui est un organisme interministériel, qui représente la culture partout dans le monde, la culture française. Et c'est à ce titre-là qu'il est là. Mais il n'est pas là qu'à ce titre-là, c'est aussi un passionné, un admirateur de cinéma, et il est présent à Venise depuis 1934, et c'est lui qui avait alerté le gouvernement à l'époque en disant, écoutez, on a là un festival international, c'est le seul qui met des films du monde entier en compétition. Or, qu'est-ce qu'on propose cette année? Boubou, le premier roi des nègres. Il dit, ça, c'est pas possible. Alors, il va falloir qu'on travaille sur les sélections qu'on envoie et qu'on donne comme chambre d'écho à Venise, une chambre d'écho avec une partition soignée, travaillée, et à partir de 1935, effectivement, l'État français s'intéresse parti. Mais c'est grâce à René Jeanne, c'est grâce à Philippe Erlanger d'emblée. Donc, il est loin en amont dans notre histoire quand même de la conception des festivals et de l'importance des festivals. Ce que pose le palmarès de 1938 de la Mostra de Venise comme question au gouvernement et au cinéma, c'est la question de la diplomatie culturelle. Goebbels, lui, y répond. Oui, un festival international d'art, c'est un outil de promotion de régime, donc il faut s'en emparer, il faut peser. Et ce que le gouvernement français va mettre du temps à se dire et à accepter, c'est qu'il faut faire de la politique culturelle face aux dictatures, face au fascisme, parce que les démocraties ne peuvent pas compter que sur la liberté pour promouvoir l'art. Ça, c'est toute la suite. Ici, je vous présente
une image de Jean Zay avec sa femme devant l'Empire State Building, vous le reconnaissez. On a sauté beaucoup de temps. Il y a un long hiver, peu documenté, qui est l'hiver de Munich, pour le dire comme ça, entre le mois de septembre 1938 et le mois de mai où nous sommes, hein, mai 1939, ici à New York, mai et début juin. Bon, Jean Zay, que l'on retrouverait ici dans une image, là, pour le coup, très cinématographique, prise par sa femme. Hein. C'est une photo de touriste, bien sûr, mais en même temps, c'est une photo qui est avec la skyline à l'arrière-plan, que moi j'aime beaucoup au point de vue esthétique. Bien, Jean Zay est un autre personnage clé. Je les présente un peu comme dans un film choral, parce que la création de Cannes est une histoire chorale. Eh bien, Jean Zay, c'est un ministre qui est à la fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la tête de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, mais c'est aussi quelqu'un qui est un anti-munichois et qui, partant, a une position qui est une position antifasciste. Ça n'est pas un antifasciste de combat. Au titre de ce fait-là, il ne réclame jamais qu'on aille faire la guerre aux puissances, qu'elles soient fascistes ou hitlériennes. Mais en revanche, il est profondément convaincu depuis 1935, et c'est très tôt, qu'il faut combattre les puissances fascistes et nazies, y compris par la culture, y compris par le fait de montrer la force et la puissance de la démocratie. Sa grande idée à Jean Zay dans le domaine culturel, comme dans le domaine d'ailleurs politique tout court, c'est que les démocraties ne peuvent pas se contenter de signer des traités. Il faut qu'elles le fassent si elles ne sont pas prêtes à faire la guerre, d'accord. D'ailleurs, il fait partie du gouvernement qui signe le traité de Munich, hein. Il fait partie de ce gouvernement-là. Mais dans cette logique, pour lui, il faut que les démocraties affirment leur puissance. Et il est d'un des tout premiers, peut-être un des premiers en France, chez les hommes politiques, à penser qu'il faut du coup créer une diplomatie culturelle. L'intérêt de la création du Festival de Cannes, c'est que c'est une des toutes premières manifestations de cette idée qu'un gouvernement de démocratie, hein, et de démocratie libérale en l'occurrence, doit s'appuyer sur la culture, favoriser tout ce qui peut être dans le domaine de la contre-propagande, et dès lors, pour Zay, la création d'un festival international du film, elle est très clairement pensée contre la Mostra de Venise. Mais ce qu'il pense dès le mois d'octobre-novembre 1938 ne se traduit qu'en mai 1939. La décision gouvernementale en Conseil des ministres de créer le Festival de Cannes date de la semaine du 20 au 25 mai 1939. Qu'est-ce qui se passe entre-temps ? Entre-temps, les choses sont assez simples. Il y a deux lignes qui s'affrontent dans le gouvernement, les munichois et les anti-munichois. Il se trouve que la ligne munichoise, ça signifie quoi ? Ne surtout pas se fâcher avec les dictatures, c'est ça la ligne munichoise, et qui est incarnée par l'adversaire de Jean Zay au gouvernement qui s'appelle Georges Bonnet et qui est le ministre des Affaires étrangères. Georges Bonnet, député de la Dordogne de toute sa vie, jusque dans les années 50, eh bien Georges Bonnet pense, comme Neville Chamberlain en Angleterre, que moins on présente d'aspérité, d'agressivité face aux dictatures, plus on pourra garantir la paix. Face à lui, il a des gens comme Jean Zay qui pensent qu'au contraire, il faut que les démocraties montrent leurs muscles, si possible, et dans le cadre de son territoire, qui est les beaux-arts et la culture, et ça doit être une politique, non pas agressive, mais extrêmement ferme et présente, de contre-événements lorsqu'on peut les créer. Il faut attendre l'invasion de la Tchécoslovaquie le 15 mars 1939 et aussi un événement qu'on a oublié, l'invasion de l'Albanie par les Italiens au début du mois d'avril, le 6 et 9 avril 1939, pour que le gouvernement français change complètement de position. Cependant, le gouvernement français avait déjà eu, par rapport à l'Italie, une très grande crispation qui provenait, non pas du document que vous avez sous les yeux, mais de la revendication par l'Italie. Et ça nous ramène ici. Regardez, on va revendiquer Cannes. Pourquoi est-ce qu'on emploie ce terme de revendication ? Parce qu'à partir du mois de novembre 1938, Mussolini, relayé par les chambres de députés, mais qui sont à son service, bien entendu, revendique la Savoie, Nice, la Corse, la Tunisie et Djibouti. Il y a donc une politique diplomatique, agressive de la part de Mussolini en Méditerranée. C'est ce qui expliquera le voyage d'Édouard Daladier en février 1939 dans toute la Méditerranée. Et cette tension internationale autour des possessions coloniales, outre la Corse, Nice et la Savoie, mais c'est surtout la Tunisie en fait, le gros enjeu de cette tension entre la France et l'Italie, explique pourquoi
du côté du gouvernement français et de Daladier, il y a une sensibilité qui devient de plus en plus conforme à ce que pense Jean Zay sur le fait de créer un festival contre la Mostra de Venise. Contrer la Mostra de Venise, c'est aussi contrer les revendications italiennes qui sont les revendications sur la Méditerranée. Pour l'instant, il y a un acteur dont on a très peu parlé, c'est le cinéma américain. Or, dans la création du festival de Cannes, il y a un couple moteur, c'est le gouvernement français, je vous ai montré sa difficulté à trancher entre deux lignes, et l'autre acteur majeur, ce sont les studios. Parce que lorsqu'on parle du cinéma américain, on retrouve la personnalité d'Harold Smith, que vous retrouvez, c'est le deuxième personnage à partir de la droite, celui qui est assis à la gauche de Jean Zay. Vous repérez Jean Zay, Harold Smith, et Philippe Erlanger, qui est complètement à droite de l'image. Eh bien, ce personnage qui est Harold Smith n'est pas simplement le délégué américain dans les festivals internationaux du cinéma, il est, et c'est dit dans le texte juste à côté, il est le représentant de l'organisation ICE en Europe. Alors cette organisation ICE, c'est très important parce qu'elle est, à cette époque-là, le syndicat des producteurs américains de films. Et il se trouve que dans le fonctionnement américain, à cette époque-là, le gouvernement s'occupe très peu des affaires de cinéma, directement. C'est la corporation elle-même du cinéma, représentée dans cette organisation ICE, qui fait et qui cadre toutes les règles qui font fonctionner le cinéma américain. Je vais prendre un exemple que vous connaissez par cœur, c'est le code ICE. Vous savez, c'est ce code d'autocensure dans les films américains qui va tenir à la fin des années 50, dans lequel il y a l'idée qu'on ne peut pas s'embrasser de telle ou telle façon, plus exactement, il faut s'embrasser de telle ou telle façon, se tenir de telle ou telle façon, filmer à tel endroit. Bon, ça n'est pas du tout une réglementation étatique. Abandonnons nos réflexes français classiques ou même européens, au sens plus large. C'est une réglementation que le cinéma s'impose à lui-même. Ce sont des règles d'autocensure. Le code de censure ICE, c'est un code d'autocensure que le cinéma lui-même, c'est-à-dire cette organisation qui est le syndicat des producteurs américains et des grandes maisons de films américaines, met en place. Quel est l'objectif? De faire que justement, ni l'État, ni les ligues diverses et variées ne puissent faire de procès aux films qui soient diffusés, et que dès lors, par l'autocensure, on soit complètement maître du business, de la création, de la production, de la diffusion et de l'industrie du cinéma. Et ça va très loin dans le type d'organisation qu'est celle que représente Harold Smith en Europe. Tout ce qui est exportation passe par l'organisation ICE. Lorsqu'il s'agira d'envoyer des films à Venise, ce n'est pas l'État américain qui fait le choix, c'est l'organisation ICE. Lorsqu'il s'agit de négocier le futur règlement du Festival de Cannes, c'est Harold Smith qui négocie. Ce n'est pas un représentant du ministère américain qui serait le ministère correspondant. D'ailleurs, dans cette réunion, c'est assez symptomatique, si on prend la liste des personnes représentées, autour de Jean Zay, vous avez des fonctionnaires de l'État, aucun représentant du cinéma français en termes de producteurs, aucun. Ils ne sont pas là. De l'autre côté, vous avez un représentant américain, c'est un vice-consul qui vient être là comme observateur, mais en aucun cas décisionnaire. Donc c'est le couple fondateur de Cannes, c'est le gouvernement français dans sa ligne anti-munichoise, avec les studios représentés, ceux de l'industrie du cinéma en tout cas. On est avec un couple paradoxal quand même. D'un côté, ce qui se fait de plus industriel, commercial, privé. De l'autre côté, ce qui se fait de plus public, étatique et politique. Bon, il se trouve que les Américains vont être les plus constants à partir de septembre 1938 dans la volonté d'avoir un festival qui contre la Mostra de Venise. Et pour cela, ils ont deux raisons extrêmement fortes qui renvoient aux deux natures du libéralisme, pour le dire comme ça. La première raison, c'est le libéralisme politique. Il ne faut pas négliger dans cette affaire. Lorsque Harold Smith démissionne, il le fait parce qu'il ne supporte pas, et il ne veut pas supporter, le contrôle du palmarès par Goebbels. Ce que tout le monde sait, à ce moment-là, à Venise. Et sur cette position, ils vont rester extrêmement fermes. Ne pas oublier que les studios d'Hollywood, dans tout ce qui est le métier de l'époque, est peuplé, non pas en majorité, mais enfin peuplé par des personnes qui proviennent d'Europe centrale, qui savent parfaitement ce qu'est le fonctionnement
et l'établissement en Europe centrale successivement des fascismes et des dictatures. Et ils sont, tout n'est pas qu'économique dans leur position, il y a une position politique de libéralisme politique. Mais il y a aussi du libéralisme économique, et pas moins, si je puis dire. Il se trouve que le 13 septembre 1938, Mussolini prend une décision qui va aggraver son cas, si je puis dire, qui est un décret décidant que désormais, les importations de films en Italie seront gérées par un organisme d'État italien. Il va donc supprimer la fonction des maisons qui sont installées en Italie, de la MGM, de la Warner, etc., qui sont chapeautées par toujours le même personnage, Harold Smith, et celles-ci d'ailleurs décident de fermer leurs portes. Le gouvernement italien s'y attendait pas. Le boycott américain va être total. Ils vont décider que désormais, plus un seul film américain n'ira en Italie, à partir de septembre 1938. Et sur ça, ils ne vont pas bouger, ils vont rester intangibles. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait que les Américains restent intangibles ? Parce que ce n'est pas le cas des Britanniques. Vous avez vu tout à l'heure que Neville Kearney a démissionné, mais il se trouve qu'en 1939, en août, il y avait, et il y a eu, là pour le coup c'est quelque chose qui a existé, une délégation britannique officielle à la Mostra de Venise, de 1939. La France n'a pas envoyé de délégation officielle, des producteurs français en revanche ont envoyé des films, ça c'est autre chose, mais il n'y avait pas de sélection étatique française, alors que les Britanniques, revenant complètement sur leur décision de démission d'août 1938, ont fait comme si la Mostra se déroulait normalement. Ils ont accepté les explications du comte Volpi, qui à l'époque était à la tête de la Mostra, etc. Les Américains, le boycott est ferme et définitif. Au mois de septembre 1938, la porte est fermée. Or, à l'époque, et pour en avoir discuté avec Gilles Jacob, c'est extrêmement intéressant de voir comment les choses ont changé. À l'époque, le cinéma américain, industriellement, a besoin d'une Mostra. Au sens, il a besoin d'un endroit où exposer ses films, où montrer sa production annuelle en Europe pour qu'elle soit ensuite diffusée. Et immédiatement, il pense à la France. Et c'est pour ça que l'industrie cinématographique américaine poussera autant à la création d'un festival contre la Mostra pour des raisons de libéralisme politique, de libéralisme économique et de nécessité commerciale qu'il y a à montrer les films. Donc c'est ce faisceau de causes qui explique la création de Cannes, qui devient possible quand le gouvernement français, lui, a fait son aggiornamento anti-munichois. Voilà pourquoi il faut attendre en mai. Et vous imaginez ensuite la prouesse. Il va falloir, à partir du 25 mai, créer un festival en quelque chose comme 9 semaines et demie, si on veut rester cinématographique. Donc c'est quelque chose de très puissant. Il reste un troisième acteur que je vais vous montrer ici. Enfin, je vous le montre parce que je n'ai pas de photo de lui. C'est le personnage qui dirigeait cet hôtel. Il s'appelle Henri Gendre. Henri Gendre, il a la double caractéristique d'être directeur d'un des plus grands hôtels de Cannes, qui existe toujours, mais oubliez cette image, il a été détruit, reconstruit, c'est une horreur années 60, c'est un bâtiment très, très vilain, il faut bien le dire. Et Henri Gendre a la double caractéristique à la fois d'être un directeur de grand hôtel et d'être un passionné de cinéma. Il accueille les stars américaines l'été qui sillonnent la Riviera, et il est aussi le père de Louis Jourdan. Ce qui, au point de vue cinématographique à l'époque, mais surtout dans les années 40-50 ensuite, sera important. Louis Jourdan, c'est l'homme qui représente le French Lover à Hollywood, avant de devenir aussi, comme vous le savez, et si vous avez regardé 10% hier soir, ça vous donne des idées, avant de devenir aussi un des méchants français dans James Bond. C'est le méchant d'Octopussy. Louis Jourdan. Donc, ça a été un acteur important à Hollywood. Il a 2 étoiles sur le trottoir d'Hollywood. Donc, ici, Henri Gendre est passionné de cinéma, et puis surtout, il est conscient du fait qu'il faut que ce festival vienne à Cannes, parce que ça va permettre de prolonger la saison d'1 mois. C'est pour ça qu'il le veut en septembre. Et en plus, là, le gouvernement accepte parce qu'il n'y a pas le choix, les délais sont trop rapprochés. Mais ça sera compliqué ensuite de le faire basculer vers le printemps, mais il le veut à Cannes. Et il le veut à Cannes, il l'obtiendra malgré Biarritz. En effet, le choix du festival, les Américains comme les Français en sont d'accord, mais où l'installer, ça a été une question. Et c'est une question qui n'est pas simple, pour laquelle il y a 5 candidats plus ou moins déclarés. Le président du Conseil, très géopolitiquement, souhaite que ce soit Alger. Ah oui, face à Mussolini, s'il avait pu, je pense qu'il aurait mis Tunis. L'idée, c'est de contrer la Mostra et de proposer une contre-Mostra, même géographique.
et de l'installer là. Bon, ça ne tiendra pas longtemps, et même c'est resté lettre morte très rapidement. C'est devenu lettre morte très rapidement. Deauville est évoqué, Vichy est évoqué par le directeur des Beaux-Arts, qui s'appelle Georges Huysmans, qui est un homme très important et de grande qualité. Et puis finalement, ça se circonscrit à une rivalité Biarritz-Cannes. Biarritz, pendant une semaine, par la presse, est annoncé comme étant le gagnant, hein, la ville qui remporte la palme de l'installation du festival. Et puis, Henri Gendre, par une politique de lobbying dont on a toutes les traces, et c'est ça qui est génial dans les archives, il a un lobbyiste à Paris qu'il paye, qui s'appelle Georges Prade, qui va visiter les ministères. Et lorsqu'il apprend par la presse que Biarritz va être choisi, son rythme de courrier passe de une lettre tous les 2 jours à un télégramme toutes les 2 heures. Gendre, c'est quelqu'un d'extrêmement actif. Et si Cannes, la ville de Cannes, devait faire une statue à quelqu'un pour la fondation du festival, c'est une statue à Henri Gendre qu'elle devrait faire, parce que si le festival est à Cannes, elle le lui doit. Et moi, je l'ai complètement... Alors là, c'est la force des archives. Pourquoi et comment le sait-on? Parce que Henri Gendre a déposé, comment, à quel moment, je ne le sais pas, sa correspondance dans les archives du festival. Et donc on a la correspondance d'Henri Gendre depuis septembre 1938, et on la suit jusqu'en 1942-1943, parce qu'il va demander la création de Cannes, y compris sous Vichy. Il va continuer à avoir cette position-là. Ce qui fait qu'on peut se poser la question de l'antifascisme. Enfin, c'est pas une évidence à ce moment-là, de se dire qu'avec Henri Gendre, on a un festival antifasciste. D'ailleurs, lorsqu'on regarde le numéro spécial que Cinémonde, ça provient directement des archives de la Cinémathèque de Toulouse. Lorsqu'on regarde le numéro spécial de Cinémonde du 30 août 1939, on voit bien que, première page, hein, couverture, on a Micheline Français, parce qu'elle est la vedette du film La Charrette fantôme, qui est le film de Julien Duvivier, qui est présenté en compétition. Et de l'autre côté, on a quelqu'un, si vous savez lire... Si vous arrivez à lire jusqu'en bas, vous verrez que c'est Ginger Rogers, là quand même. C'est pas une Ginger Rogers habituelle, hein, qui vient présenter Bachelor's Mother, ça s'appelle, enfin Mademoiselle et son bébé. Donc regardez, hop, le couple il est franco-américain, c'est le couple fondateur. Ça c'est la dernière de couverture, ça c'est la première de couverture. C'est la même chose que ça, traduit d'une autre façon. Là, vous avez la scène originelle, au sens vraiment biblique, hein, le repas fondateur, et là, vous avez la traduction en vedette féminine de ce qu'est cette scène originelle. Pas un mot n'est prononcé à ce moment-là, parlant de festival antifasciste. En revanche, le mot qui va être prononcé, ce sera plutôt celui-ci, festival de liberté. C'est une façon de le dire à l'envers, mais cette façon de le dire à l'envers, vous le voyez qu'elle est toujours bilingue, hein. D'un côté, vous avez l'éditorial, c'est le même numéro de Cinémonde, en français, sur 2 colonnes, par Maurice Bessy. Maurice Bessy sera délégué général du Festival de Cannes dans les années 70, juste avant Gilles Jacob. Hein. C'est celui que Gilles Jacob a remplacé à la délégation générale. Et puis, à droite, le rédacteur en chef du journal Cinémonde rédige un article en anglais, « Welcome to Free Nations ». Alors là-dedans, en revanche, dans l'édito de Jean-Michel Pagès, il y a une définition de ce que le cinéma... Il parle de cinéma totalitaire, il emploie l'adjectif de totalitaire face au cinéma libre, et il dit aucun film totalitaire ne peut résister à Blanche-Neige, grosso modo, parce que la liberté s'impose sur un art qui, dit-il, du moment qu'il est totalitaire, c'est un art qui devient pauvrement régional. Ce qu'il veut dire, c'est que c'est la liberté qui permet au cinéma d'être universel. Et qu'en revanche, le contrôle totalitaire, fasciste ou nazi du film, ça le rend régional, enfin, platement régional, c'est-à-dire non universel. Alors si on revient à Cannes, il fallait trouver un lieu. Ce lieu, ce sera le casino municipal de Cannes, et le premier festival de Cannes était prévu pour se tenir ici. J'aime énormément cette image, et vous avez la chance de la voir sur un écran immense, parce qu'il y a, regardez la deuxième barque à partir de la droite, il y a déjà du cinéma sur le nom de cette barque. Elle s'appelle Cendrillon, si vous la voyez ça. Ça, c'est la vertu des images quand on va les voir de près. Et puis, vous regardez ce personnage qui est en train de calfater la coque du bateau. On a presque l'impression d'un film muet avec je vais chercher ce que j'ai envie de trouver, bien entendu. Je m'autorise à cela, mais enfin, quand même, qu'il y ait une barque Cendrillon devant ce palais des festivals, première mouture. Voilà, en tout cas, la seule image vraie
que l'on ait de l'organisation. Là, c'est un document d'archives, il est assez aride a priori, en fait, il est extrêmement vivant. C'est la façon dont a été construite en 2 semaines la salle de cinéma du festival à l'intérieur du casino municipal. Il ne nous reste plus que le calque, puisque le bâtiment du casino municipal a été détruit, et que c'est à sa place que se dresse le bunker actuel. C'est déjà le même endroit, mais il a été refait 2 fois d'ailleurs, avant d'aboutir à la mouture actuelle. Et quand vous regardez cette image-là, on peut à peu près tout voir et tout savoir. Il y avait une salle dédiée à la presse de 200 places environ, et il y avait la salle principale. Vous voyez qu'elle compte 954 places, dont une partie de strapontin qui n'est pas négligeable, puisqu'on est à 140 strapontins. On ne va pas en faire plus, il y a toute une étude intéressante sur les lieux à faire, mais malgré tout, surtout, le seul document que nous ayons sur la salle est la seule visualisation possible qu'on puisse avoir de la salle. En revanche, à partir de maintenant, on va aller voir les films eux-mêmes. Bon, parce que je vous ai montré le Cannes promotionné, je vous ai montré le Cannes tel qu'il a été décidé, et ça n'a pas été simple. 3 acteurs, les studios, enfin l'industrie américaine, le gouvernement français et les Cannois, plus exactement les hôteliers cannois. Enfin, quand je dis les hôteliers cannois, je vais vite parce que le financement, Henri Gendre fait une collecte auprès des grands... Alors ça aussi, on a ça dans les archives, ça c'est remarquable. On a la liste des hôtels avec ce qu'ils ont donné. Et Henri Gendre fait le tour, il a un conflit énorme avec le patron du Miramar, qui ne veut pas donner, etc. Bon, il parvient quand même à obtenir des financements, mais qui sont à la limite du symbolique. C'est la mairie de Cannes, c'est la ville de Cannes qui a payé le premier festival de Cannes, incontestablement, avec des emprunts qui sont garantis par l'État. L'idée, c'est que l'État, sa puissance lui sert à garantir des emprunts, mais je ne sais pas si c'est vrai de tous les événements créés de façon remarquable qui vont durer. Au départ, ce sont les acteurs locaux, malgré tout, qui les portent. Et c'est aussi pour ça que Cannes l'emporte sur Biarritz. Les acteurs locaux se manifestent de façon précise et promeuvent justement les financements. À partir de maintenant, on va s'occuper des films avec justement une façon de se demander si là, on a un antifascisme et un contre de la Mostra qui est quelque chose de porté en avant par les sélections. Je rappelle le principe, ce sont des pays qui envoient des films et le festival ne les sélectionne pas. Il les accepte tels qu'ils proviennent, avec des négociations quand même, dont on a des traces dans les archives. Et la première négociation, c'est combien de films ? La décision a été prise à la suite d'une volonté américaine, très clairement, de faire que le nombre de films en sélection corresponde, soit lié à une correspondance avec le nombre de films produits dans le pays. Ceux qui produisent plus de 300 films par an ont droit à 12 films en compétition. Ceux qui produisent entre 200 et 300, 8 films, entre 100 et 200, 4 films, et de 0 à 100, 1 film, 2 films, ça peut dépendre. Il se trouve donc que les États-Unis sont le seul pays qui va présenter 12 films en sélection, et qu'ensuite on tombe à 4 films. 4 films pour la France, 4 films pour la Grande-Bretagne, et 4 films pour la Russie soviétique, mais cette fois-ci de façon dérogatoire, et là aussi il y a une autre négociation dont on a la trace dans les archives, cette fois-ci soviétique, qui fait que en fait, les soviétiques demandent à être traités à égalité avec la France et l'Angleterre, alors même qu'ils ne produisent pas suffisamment de films pour être à 4 films, ils vont les obtenir. C'est de la diplomatie culturelle dès le début et de façon forte. Alors, y a-t-il dans cette sélection une volonté antifasciste, quels que soient les types de sélection ? D'abord, ce film-là est extrêmement intéressant parce que c'est un film tchèque. Je rappelle que la Tchécoslovaquie a disparu. Lorsqu'on se place en 1939, il n'y a plus de Tchécoslovaquie. En août 1939, il n'y a plus de Tchécoslovaquie. Et donc ça, le simple fait de mettre en sélection un film tchèque, c'est évidemment une action contre le fascisme et contre le nazisme, enfin anti-hitlérienne en tout cas, très clairement assumée. Et cette décision anti-hitlérienne, d'ailleurs, on demande aux organisateurs du festival pourquoi sélectionnent-ils ce film, et ce que répond Tony Ricou, qui est le secrétaire général du festival en 1939, il dit parce que pour nous, la Tchécoslovaquie existe toujours. Donc ça, c'est un acte de diplomatie forte. On sélectionne le film d'un pays qui a disparu. Et ce film n'est pas n'importe quel film, c'est une fable très clairement anti-hitlérienne, puisqu'elle s'appelle La Grande Solution, ou Histoire d'une dictature, ou La Peste Blanche. Et elle est tirée en fait d'une pièce jouée en 1937
en Tchécoslovaquie, dont le pitch est assez simple. Dans une puissance qui est dirigée par un dictateur, le maréchal que vous avez sous les yeux, tous les hommes de plus de 50 ans sont atteints d'un mal incurable, la peste blanche. Tous les hommes de plus de 50 ans sont donc destinés à mourir. Un homme a la solution, la grande solution, c'est ce scientifique, ce chercheur, ce médecin, qui est interprété par Hugo Haas, qui est le réalisateur du film en même temps. Et ce médecin ne veut pas le distribuer, ce contrepoison, si le dictateur ne reconnaît pas désormais et ne déclare pas la paix au monde. Parce que ce dictateur souhaite étendre son espace vital aux puissances voisines. Alors vous voyez que la fable, elle est extrêmement claire. Il se trouve que le dictateur fait assassiner le médecin, mais que, et on voit bien la représentation du dictateur, la guerre qui vient, les obus, la carte, etc., mais que, prenant conscience de ses actions, entrant dans la voie de la rédemption, ce dictateur déclare la paix au monde, et à ce moment-là, un des héritiers, un des disciples du médecin arrive avec la grande solution et guérit la peste blanche. C'est donc une fable anti-hitlérienne, mais pacifique, voire pacifiste. Alors, antifascisme, oui, au sens d'anti-hitlérisme, mais pas un antifascisme de combat, pas un antifascisme guerrier. Et d'ailleurs, dans ce festival de Cannes 1939, on trouve un seul pays qui envoie des films qui soient des films réellement et directement d'antifascisme de combat, c'est l'Union soviétique. Vous avez sous les yeux une affiche extrêmement classique pour sa composition de ce qu'est le cinéma soviétique, et là encore je sais à quel endroit je parle, combien les archives ici du film russe et soviétique sont profuses, mais ce film s'appelle « Si demain c'est la guerre ». D'où les 3 petits points, si demain c'est la guerre. Et qu'est-ce qu'il nous présente ? Il nous présente en fait un homme du peuple qui tient un fusil. Pourquoi ? Parce que là, le pitch est extrêmement simple. Le pays soviétique est envahi par les puissances fascistes, c'est dit tel quel dans le film. Cette invasion pénètre très loin, l'armée est en déroute en grande partie, mais elle se ressaisit en s'appuyant sur le peuple, et le peuple en arme et l'armée, avec au passage dans le film un discours massif du futur maréchal Vorochilov, le peuple et l'armée, le peuple qui tient des armes mais aussi l'armée, réussissent grâce à la profondeur stratégique du pays à reprendre du terrain, et déclare le maréchal Vorochilov, nous irons punir jusque chez eux ceux qui nous ont envahis. Si demain c'est la guerre, c'est un genre de prémonition, si on se place en termes cinématographiques, que ce cinéma soviétique propose, et pourtant il y a une étrange absence dans la sélection soviétique de 4 films, c'est Alexandre Nevsky. Alors, Eisenstein vient de se réconcilier avec Staline, ou plutôt le contraire. Très clairement, il revient en grâce. Il a eu cette commande de ce film formidable, mais extraordinairement anti-germanique. C'est quand même le moteur du film Alexandre Nevsky. Et si vous regardez un petit peu, vous voyez qu'il apparaît en seconde position dans la première sélection, et que cette photo qui provient des archives moscovites et que je dois à Natacha Laurent, que je tiens à remercier particulièrement ici bien sûr, avec qui j'ai travaillé pour tout ce qui était l'aspect soviétique, eh bien ce document montre que le 5 août 1939 encore, eh bien Nevsky est prévu dans la sélection soviétique. Lorsque les soviétiques envoient la sélection définitive le 12 août, Nevsky a disparu. Pourquoi a-t-il disparu ? L'hypothèse que nous avons formée avec Natacha, c'est que, entre-temps, bien sûr, les négociations germano-soviétiques ont progressé de telle façon qu'il est plus possible d'envoyer un film aussi anti-germanique. Alors l'autre, Si demain c'est la guerre, parle de puissance fasciste, mais sans nommer, sans dire qu'il s'agit des Germains, etc. Alors, c'est déjà, malgré tout, de l'antifascisme de combat, Si demain c'est la guerre. Mais Nevsky, c'est de l'anti-germanisme primaire, pour le dire comme ça, dans un chef-d'œuvre. Mais malgré tout. Et ce qui est très intéressant avec cette histoire de la naissance du Festival de Cannes, c'est qu'on peut voir dans les sélections qui sont proposées tout un rouage diplomatique qui se met en place, y compris de façon très fine dans le temps, puisque ce qui est vrai le 5 août ne l'est plus le 12 août, parce qu'entre-temps, les négociations ont tellement progressé entre la Russie soviétique et l'Allemagne nazie qu'on ne peut plus envoyer
Alexandre Nevsky. Ce qu'on ne sait pas, ce que je ne sais pas et que Natacha ne sait pas non plus, c'est qui prend la décision à quel moment. Ça, ce serait passionnant de remonter. Donc on n'est pas au bout de cette histoire-là. Alors, pour autant, n'y a-t-il rien d'antifasciste dans ce qui est proposé? Je répète, antifascisme de combat, seuls les soviétiques envoient des films. Fable anti-hitlérienne pacifiste et pacifique, les Tchécoslovaques. Les Américains ont sélectionné ce film-là. Alors, il n'est pas complètement abouti dans la sélection. Sur les 12 films américains sélectionnés, 8 sont sélectionnés fermement à la fin du mois d'août. Il en reste 4 à choisir parmi une dernière liste de 8. Parmi ces 4 à choisir, il y a Mr. Smith Goes to Washington, Monsieur Smith au Sénat. Et là, c'est la façon dont les Américains ont considéré le Festival de Cannes en 1939 pour ce qui est de leur position politique. Les Américains n'envoient pas à Cannes 1939 de films antifascistes ou anti-hitlériens. Ils en ont pourtant. Les studios en ont produit, on les connaît, et ces films-là ne sortiront pas du marché américain. Ce ne sera pas des produits d'exportation, les films antifascistes et anti-hitlériens. En revanche, la sélection de Mr. Smith au Sénat, c'est une défense et illustration de la démocratie. C'est par l'autre versant que les Américains ont fonctionné, c'est l'idée de défendre et valoriser la démocratie plutôt que d'attaquer à l'adversaire. Alors c'est donc une position contre Mostra, politiquement, mais elle n'est pas une position de combat antifasciste telle que nous avons l'idée de l'antifascisme maintenant, parce que c'est toujours ça qui est passionnant, c'est de voir quels sont les codes culturels de l'époque par rapport aux nôtres. Pour nous, l'antifascisme suppose et nécessite l'action armée, l'engagement armé, et quelque chose qui a du combat. Donc si demain c'est la guerre, ça va très bien. Alors que Mr. Smith au Sénat n'apparaît pas. Or, c'est une lutte pour les valeurs. Et c'est justement un film qui est un film entièrement tourné vers la promotion. C'est un film de propagande, l'air de rien, hein, Mr. Smith au Sénat, pour les valeurs de la démocratie libérale. Que ce soit évidemment avec les vedettes, Stewart et Jean Arthur, ou que ce soit par la valorisation considérable de l'adresse de Gettysburg, de Lincoln, hein, dont vous avez la dernière phrase, définition même de la démocratie, qui est surlignée hein, à l'écran, pour qu'on la lise d'autant mieux, le gouvernement du peuple par le peuple, etc., et qui est mise en avant. Donc, si on se place du côté américain, ce qu'on va retrouver plutôt, c'est ce que fait le cinéma américain de façon promotionnelle, ces plus grandes productions, qui viennent en compétition, mais il faut dire qu'à l'époque, la compétition est beaucoup plus une exposition, je rappelle. De nos jours, en revanche, les grands studios craignent hein, les festivals, et s'ils peuvent les placer en avant-première, très bien, dans les compétitions, jamais, ou le moins possible. Il ne s'agit pas de mettre en péril une campagne de promotion par une décision de jury qu'on ne peut ou mal contrôler. À l'époque, c'est de l'exposition hein, dont il s'agit. Et vous avez ici le film qui a été récompensé en 2002 par un jury rétrospectif qui n'a vu que 7 films et qui était présidé par Jean d'Ormesson à Cannes et qui est Union de Pacifique ou Pacific Union en français et qui est un film de western à locomotive, à indien, très classique, sauf que malgré tout, dans le rapport aux Indiens, on n'est pas dans le nouvel Hollywood. Et c'est un film dans lequel on peut abattre des Indiens en toute impunité, ça fonctionne bien. Alors, et voilà l'affiche de Pacific Express, telle qu'elle a été à l'époque l'affiche de promotion. Vous voyez, tout y est, le héros, la locomotive, les Indiens et les 2 grandes vedettes que sont Barbara Stanwyck et Joel McCrea. Film Paramount, comme vous voyez. C'est ce film-là donc, qui a été considéré comme le film vainqueur de Cannes 1939 par le jury présidé par Jean d'Ormesson. On pouvait imaginer d'autres choix. Et si on s'occupe de cette sélection de Cannes 1939, on a d'abord vu, donc, au présent, l'antifascisme n'est pas une affaire de Cannes 1939, je répète, sauf les soviétiques. L'essentiel des films qui sont proposés ne sont pas des films qui se posent de façon claire et nette comme des films de combat ou de militance. Ce n'est pas le cas. En revanche, il y a une deuxième veine, et puis je finirai par la troisième veine, qui est extrêmement intéressante parce que celle-ci concerne les affaires coloniales. Alors, on est surpris, très surpris, non pas de voir Stanley Livingstone avec Spencer Tracy, non pas de voir ce film qui est en fait un film belge, mais l'affiche que j'ai trouvée renvoie à sa promotion américaine, non pas non plus de voir les Four Feathers, dont je reparlerai, les 4 plumes blanches, mais on est surpris par ce film qui s'appelle « La France est un empire ». Alors là, c'est la page dans Ciné-Monde qui en parle. La sélection française comportait 4 films. Déjà dans ces 4 films, il y avait L'homme du Niger, qui est un film colonial. Harry Bor, comme vedette, film de
Jacques de Baroncelli, Victor Franzen. Alors à l'époque, ce sont deux vedettes considérables et on assurait des recettes en ayant Harry Bohr et Victor Franzen à l'affiche. C'est un film extrêmement classique sur la mission civilisatrice de la France, puisque un est un ingénieur, l'autre est un médecin. On a le classique ici, il manque l'instituteur, si je peux dire, mais on a à peu près tous les acteurs de la colonisation. Et ce film de 1939 est un film qui est sur une histoire d'amour, bien sûr, on le voit, mais elle est en filigrane, elle est derrière. Ce qui est promotionné en premier, c'est la figure de la mission civilisatrice du colonisateur. Et ce n'est pas un hasard si, à cette sélection, le président du festival, qui est Jean Zay, rajoute « La France est un empire ». Je dis que ce n'est pas un hasard, parce que c'est de la décision Regardez, vous avez écrit « Film présenté par dérogation du président du festival ». Vous regardez en haut à gauche, dans la fiche technique. Vous avez juste en dessous du titre « La France est un empire, grand documentaire, film présenté par dérogation du président du festival ». Ça, c'est très étonnant. J'avoue que pour moi, ça a été très étonnant de voir que le film que Jean Zay choisit de mettre en avant comme étant le choix personnel qu'il fait, qui est un documentaire en plus, qui n'est pas un film de fiction, toutes les sélections sont faites de films de fiction, c'est un film qui dit dans son titre même que la France est un empire. C'est donc un film colonial, mais si on s'arrête à cette lecture-là, et on a raison, il s'agit bien d'un film colonial, on ne comprend pas pourquoi Jean Zay le sélectionne, ni pourquoi les Anglais mettent Les Quatre Plumes Blanches, les Belges, qui n'ont qu'un film en compétition, mettent un film colonial, les Américains voient Stanley Livingstone, etc. En fait, c'est une façon de dire, et il le dit très clairement à l'occasion d'interviews, de dire oui, la France est un empire, ça signifie que c'est une puissance. Une puissance avec laquelle il va falloir compter. C'est la promotion coloniale qui est faite à travers ce film, et aussi le film qui est le film de Baroncelli, L'homme du Niger, insiste sur le fait que la France est une puissance. C'est la même chose que dira De Gaulle le 18 juin. Il reste l'Empire. Il reste l'Empire. Donc il y a dans l'opposition aux puissances de dictature l'atout colonial qui est mobilisé. Bien sûr que ça correspond tout à fait avec une mentalité qui, par ailleurs, ne remet pas en cause la mission civilisatrice. On est d'accord avec ça. Mais ça n'est pas parce qu'il s'agit de mission civilisatrice qu'est convoqué ce film. Ce film est convoqué pour dire la puissance de la France. D'ailleurs, ce film, lorsqu'on le regarde, lorsqu'on va voir ce qui est diffusé, il commence très clairement par un avant et un après. Au début, ces peuples étaient sauvages, vivaient dans la famine, l'esclavage et la domination par des marabouts qui les trompaient sur ce qui pouvait être le destin de leur vie et de leur humanité. La France arrive, tout va mieux, etc. Le soin, l'hydraulique, etc. Mais ça se finit par quoi ? Ça se finit par l'armée. Ce film se finit par la puissance de la force noire. Depuis 1911 et le livre du colonel Mangin, il y a cette idée très inscrite, et que la Première Guerre mondiale est venue renforcer, que la puissance militaire française est une puissance qui peut s'appuyer sur l'Empire, et qui s'est déjà appuyée sur l'Empire en 1914, et qui le refera s'il en est besoin. Donc cette réserve de puissance, ou même cette puissance actualisée qu'est l'Empire, ce film-là le dit du début à la fin, c'est-à-dire que se conjugue la valeur extrêmement républicaine à l'époque de la mission civilisatrice, il n'y a pas que la République qui l'a soutenue, mais en France, elle était soutenue par la République très clairement, avec la puissance militaire, géopolitique de la France, parce que c'est le deuxième empire au monde, et qu'il y a à la fois un réservoir d'hommes, de combattants et de ressources. Et ça, sans cette logique-là, on ne comprend pas que le film colonial à Cannes est un film antifasciste, au sens où il est un film montrant la puissance des démocraties face aux dictatures. Parce que ce n'est pas un hasard si on commence par la mission civilisatrice. Il n'y a que les démocraties qui peuvent civiliser vraiment. Et c'est parce qu'elles civilisent que ces peuples sont attachés à défendre la démocratie. Et que la France est notre mère. C'est bien parce qu'il y a des Harry Bohr qui soignent, parce qu'il y a des Victor Franzen qui construisent des barrages, que la France va être défendue par les peuples noirs, les peuples maghrébins, etc., car ils défendront en même temps la démocratie et la civilisation. Vous voyez, tout ça est très cohérent. Pour nous, ça ne tient plus. Non, d'accord, je ne suis pas en train de vous faire la défense, illustration, promotion. Mais si on n'a qu'un regard
a posteriori de condamnation, on ne comprend absolument pas pourquoi des gens qui, par ailleurs, défendent l'humanisme, par ailleurs, sont bien opposés à la dictature, au fascisme, et seront assassinés par les miliciens en 1944, peuvent rajouter sur la liste un film qui est un film de défense et de promotion de l'Empire français, mais beaucoup plus que ça, qui dit que l'Empire, c'est la France, mais qui dit en fait que la France, c'est l'Empire, pour les autres. Et que si vous attaquez à la France, il faudra s'attaquer à l'Empire. Donc on a une valorisation qui est vraie pour les Français, mais qui est vraie aussi... alors oui, Menace, je vous le montre ça parce que ce film d'Edmond Trégreville ne sera pas à Cannes en 1939. Or, c'est un film antifasciste pour le coup, qui montre l'histoire dans un hôtel du quartier latin, donc de toute une diaspora d'Europe centrale, dont Erich von Stroheim, qui a été blessé à la Première Guerre mondiale et qui vit avec... C'est un film formidable. Hein. D'ailleurs, Tavernier en parle dans son... dans son histoire filmée là, du cinéma français. Et ça, ce film-là, il n'est pas choisi en sélection. On ne met pas du tout ça en avant. De la même façon que les Américains ne mettent pas Oncle Sam, qui est un film directement anti-hitlérien. Alors, les Anglais choisissent Les 4 plumes blanches. Alors ça, c'est un bon film aussi, en termes cinématographiques, il passe encore la rampe, on peut le diffuser, le voir. Et ça, c'est un film, là, c'est une discussion non plus avec Natacha Laurent, mais avec Pascal Horry, que j'ai eu avec lui, à propos de ce film. Pourquoi ? Parce que pour lui, il y voit l'illustration de ce qu'est l'Angleterre à l'époque et de ce qu'elle va devenir même. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce film d'Alexandre Corda, les 4 plumes blanches, ce sont celles on donne une plume blanche dans la culture britannique de l'époque, à un traître ou à un lâche. Au début de cette histoire-là, le héros de l'aventure est fiancé à l'héroïne et il a 3 camarades de promotion, et ils sont 3, en tout 2 camarades de promotion et lui et cette jeune fille, et donc ils sont prêts à aller faire la guerre, et lui, il n'y va pas. La guerre où ? La guerre du côté du Soudan anglais, pour récupérer Khartoum. L'histoire des 4 plumes blanches, c'est la reconquête de Khartoum qui s'opère avec l'armée britannique coloniale. Comme il refuse d'y aller, il dit non, c'est pas ma guerre, moi j'ai pas à m'occuper de cette histoire-là. Il est considéré comme lâche par ses camarades qui lui envoient des plumes blanches. Ils sont 3 à lui envoyer une plume blanche, et il reçoit la 4e, et c'est le comble, de sa fiancée. Donc sa vie est brisé, sauf que de ce renoncement et du fait de ne pas vouloir faire une guerre qui n'est pas la sienne, il va passer par prise de conscience au fait d'aller clandestinement dans le Soudan britannique, récupérer et sauver ses amis de façon clandestine et masquée, et ensuite, découvert, démasqué, mais dans le bon sens du terme, de redevenir un héros. Pascal Horry a l'analyse suivante, on passe de Chamberlain à Churchill. On passe de la position de celui qui ne combat pas, qui ne veut pas combattre, qui ne veut pas faire la guerre alors que la menace est là, à la position de celui qui promet certes du sang, de la sueur et des larmes, mais qui s'oppose directement. Sauf qu'il ne s'agit pas de fascisme directement, il s'agit de quelque chose de très colonial et de la reconquête, mais c'est sur l'engagement que ce film-là est très intéressant, et il montre une fois de plus la puissance de l'Empire. Et on est frappé par le fait qu'à la fin des années 30, les démocraties européennes mettent en avant leur puissance impériale pour dire voilà pourquoi nous sommes costauds. D'où le fait de contrer cette puissance italienne de façon cardinale pour préserver cette puissance et pour pouvoir s'opposer. Alors ça n'empêche pas, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette carte parce qu'avec cet écran, on peut la lire. C'est rarissime, j'arrive la plupart du temps quand je viens montrer cette carte-là, c'est un timbre poste. De quoi s'agit-il ? C'est pas du tout une carte de promotion du gouvernement, c'est une carte que la cinématographie française, c'est un journal qui est le journal professionnel du cinéma. Ça, c'est pas destiné au kiosque, c'est destiné aux directeurs de salle, aux réalisateurs, etc. Produit, qu'est-ce que c'est ? C'est l'Empire français, autrement dit, combien y a-t-il de cinéma par rapport au nombre d'habitants, c'est-à-dire combien y a-t-il de salles pour tant d'habitants. On s'aperçoit que déjà la Côte d'Azur est quand même la région qui, hormis Paris, a le plus de salles par habitant. Mais surtout, si on se déplace au sud, on voit que là, le comptage change du tout au tout. Là où, du côté de la France métropolitaine, il n'est question que d'habitants, vous voyez qu'il y a des subdivisions assez caractéristiques de la logique coloniale pour le coup, puisque vous avez le nombre d'habitants, mais avec la subdivision avec les Français, les populations françaises, italiennes, espagnoles,
juive lorsqu'on est du côté du Maroc et de la Tunisie. Pourquoi pas en Algérie? Parce que les juifs sont citoyens depuis le décret Crémieux, donc ils sont français, ils sont comptés dans l'ensemble français. Et puis, vous apercevez qu'en Algérie, il y a les berbères kabyles, mais qu'ailleurs, il n'y a personne d'autre. Moralité, le seul arabe de cette carte, c'est le bédouin, qui est représenté auprès de son palmier, même dans le monde du cinéma. C'est assez frappant de voir comment fonctionne cette catégorisation. Elle est extrêmement intéressante, non pas pour dire qu'elle est exceptionnelle, mais pour dire combien, lorsqu'on convoque à l'époque l'Empire, on parle bien de puissance, et dans une conception d'une France donc, qui va jusqu'à Colomb-Béchard comprise. Alors, le dernier point, parce que de quoi vous ai-je parlé jusqu'à présent? Du présent de combat. Hormis les films soviétiques, on est plutôt dans un présent pacifique ou pacifié. Je vous ai parlé d'un futur qui serait celui d'une mobilisation des pays, et là l'Empire sert de réserve au futur, de réserve d'espoir. Le futur du combat sera par l'Empire assuré. Il reste un conditionnel propre au cinéma, c'est le conditionnel de l'évasion, et il se trouve que ce conditionnel, moi j'ai été frappé par son rapport avec la réalité, une réalité poétique. Le Magicien d'Oz, on le verra tout à l'heure. C'est un film malgré tout qui débute dans une réalité extrêmement années 30. La Dorothy du film, elle fait penser malgré tout à des images de Dorothy Land, une autre Dorothy. C'est des images dans une espèce de sépia, si vous vous souvenez du début du film, qui s'occupe du Kansas des années 30, fin des années 30. On n'est pas dans un film tiré de Steinbeck, mais enfin, malgré tout, les raisins de la colère en termes d'images sont assez proches esthétiquement, je veux dire, de ce Kansas-là, et on comprend bien qu'elle a envie de s'évader. Et puis, c'est un film dont l'évasion se finit de façon très conservatrice, puisque rien ne vaut la maison. Telle est la morale du Magicien d'Oz, après nous avoir entraînés dans le plus extraordinaire technicolor qui puisse exister. Autre type. Et puis par ailleurs, c'est bien sûr un cinéma d'initiation. Ce que parcourt cette jeune fille, évidemment, c'est son passage à l'âge adulte, à travers ce rêve et ce passage par le pays d'Oz. Ici, le passage à l'âge adulte, dans ce film de Christian Jacques, il est redoutablement réaliste et violent. L'Enfer des anges porte sur le suicide d'une jeune fille, en fait. Alors, le cinéma de l'époque français, si vous mettez bout à bout tous les films qui, par ailleurs, sont des films qui obtiennent du succès et qui sont tournés, produits, etc., il y a quand même une forme de lecture dépressive de ce qu'est la situation française. Et ici, cette jeunesse, dans laquelle vous avez Mouloudji, là il n'apparaît pas à l'image, mais en revanche, il y a Louise Carletti à gauche, qui est l'héroïne, jeune héroïne. En 1947, Louise Carletti est considérée comme la toute première starlette du Festival de Cannes. Elle sera une toute première à poser sur la plage, dit-on. Mais là, elle est en très jeune fille et dans un rôle particulièrement de réalisme noir. Alors là, pour le coup, on a aussi dans ce conditionnel des possibilités, seuls les anges ont des ailes, une histoire de rédemption, puisque là, pour le coup, Cary Grant et Jean Arthur, qui sont formidables. Alors, à titre personnel, c'est mon film préféré du Festival de Cannes 1939. Ça se discute, on est en pleine subjectivité. Mais à la fois pour les acteurs, le film et la façon dont il déroule son histoire. Rita Hayworth y a un second rôle qui ne fait que... Enfin, elle ne fait pas que passer, c'est pas vrai. Elle a des scènes importantes malgré tout, mais c'est Jean Arthur qui rayonne, comme elle le fait d'ailleurs dans Mr. Smith au Sénat, dans la même idée. La Charrette fantôme, qui est promotionnée comme étant le film français de Cannes 39, avec justement, vous retrouvez Micheline Français, qui malgré tout, vous le voyez, est une toute jeune actrice, qui a d'ailleurs disparu après la guerre, puisque regardez la taille des caractères par rapport à Louis Jouvet ou à Pierre Freinet, c'est assez spectaculaire, elle est tout petit, alors qu'elle va servir de tête d'affiche la plupart du temps. Et La Charrette fantôme, là encore, c'est un film qu'on peut encore voir, je pense qu'il est rediffusé, et vous pouvez le trouver en DVD. C'est un film du Vivier plutôt longtemps mésestimé, en tout cas, très peu mis en avant. Il faut dire que la même année, Duvivier tourne La fin du jour. Et La fin du jour est à Venise en 1939. La Charrette fantôme était prévue à Cannes en 1939. La fin du jour est envoyée par les producteurs. Ils ont eu pour la postérité un meilleur choix. Et on peut finir avec cette image justement de Micheline Français. Non,
on va finir par un hommage quand même, puisque la vedette française de ce festival de Cannes 1939 aurait dû être Michèle Morgan. Michèle Morgan qui était présente dans un film en sélection qui s'appelait La Loi du Nord. C'est devenu ensuite La Piste du Nord, bon, etc. Et ce film de Jacques Feder, donc Jacques Feder, Michèle Morgan, etc. Lui aussi un destin, il n'a pas été beaucoup vu. Il a été remonté avec une autre fin, diffusé un peu pendant la guerre, après la guerre. Dans ce film, elle y est assez, comme l'image le montre, de façon lumineuse, mais surtout, elle me permet de conclure mon propos par une référence à Georges Perec. Dans une nouvelle qui s'appelle Le Voyage d'hiver, Perec parle de la toute dernière semaine du mois d'août 1939. C'est une nouvelle dans laquelle son héros est un jeune doctorant en lettres et qui se trouve dans la dernière semaine du mois d'août 1939 en visite au Havre. Donc je peux parler avec ce portrait sous les yeux. En visite au Havre, chez un camarade qui a une bibliothèque chez ses parents au Havre, remarquable, dans laquelle le jeune étudiant doctorant puise un livre, et au fur et à mesure où il parcourt ce livre, il est pris d'une familiarité. Il dit, mais je connais ces passages. Et en fait, ces passages, il les identifie, c'est du Hugo, du Mallarmé, etc. Et puis il regarde la date et il s'aperçoit qu'en fait, le livre est antérieur au texte d'Hugo, de Mallarmé, de Lautréamont, etc. Et le personnage dit « J'étais en présence d'une anthologie prémonitoire de la littérature française ». Alors, moi, ce qui m'a passionné avec le Festival de Cannes 1939, c'est la façon dont il fonctionne comme une anthologie prémonitoire des festivals de Cannes. Et il fonctionne au point de vue industriel, c'est une affaire d'industrie. Le cinéma est une affaire d'industrie, le Festival de Cannes, qui est à l'heure actuelle le deuxième événement le plus couvert médiatiquement après les Jeux Olympiques, sauf qu'il se déroule tous les ans et pas tous les 4 ans. Ce qui fait qu'en termes de cumul, c'est bien l'événement culturel ou sportif le plus couvert au monde, qui est donc né du désir des industriels américains de pouvoir assurer la diffusion de leurs films, qui est donc né d'un désir commercial, mais aussi d'un désir artistique, celui de la liberté de créer, celui de la liberté de pouvoir faire des films sans que ce soit le dictateur local qui décide du prix. Donc, de l'industrie, de la politique, et pour finir donc avec la politique, c'est ce que je n'ai pas dit, il est né contre la Mostra, donc de l'industrie, de la liberté de création et de la politique, eh bien, ce festival de Cannes 39, jusqu'au palmarès de Ken Loach l'an dernier, montre bien qu'il y avait une matrice. C'est vrai pour le règlement, mais c'est vrai aussi pour les intentions de fondation qui en font que, bien sûr, c'est un festival contre la Mostra, c'est un festival qui est programmé dans un antifascisme dont certains codes culturels nous échappent, par exemple autour de la colonie et de la colonisation. Ce n'est pas parce qu'ils nous échappent qu'ils n'ont pas existé, mais surtout ce festival de 1939, effectivement, il vérifie, je crois, les propos de Perec, et lorsqu'on le feuillette, film après film, on a bien l'impression de familiarité dans laquelle chaque mois de mai, le Festival de Cannes nous habitue. Je vous remercie pour la qualité de votre attention. Oui, il y a des questions. Est-ce que vous souhaitez poser une ou deux questions? Oui, ça c'est très gentil. Non, je voulais simplement vous remercier effectivement pour votre conférence extrêmement claire, brillante et très très illustrée, et pour nous avoir fait revivre ce festival avorté dont on peut regretter qu'il n'ait pas eu lieu effectivement. On va s'arrêter là, alors on vous rappelle juste à 21h. Oui, voilà, il y a le film à 21h et... Oui, brièvement cette fois-ci. Je promets, ce sera 5 minutes et pas de prise d'otage. Je vous remercie à nouveau d'être venu, de m'avoir supporté.